Je vous félicite vraiment de cette rencontre et je me réjouis également de partager cette rencontre-là avec mes camarades, mes collègues de la coalition Idy Président, de la coalition Madické 2019, de la coalition Sonko Président et de la coalition Issa Sall Président. Merci beaucoup pour venir donc directement aux interpellations. Je vais les diviser en deux ordres. Il y a des interpellations sous forme de qu'est-ce que vous allez faire après l'élection et des interpellations pour moi qui sont déjà engagées. C'est-à-dire que dans le cadre de notre bilan, nous avons déjà commencé à répondre à beaucoup d'interpellations que j'ai entendues. Notamment quand on dit renforcement de la démocratie, je crois que ça, nous y sommes déjà. La démocratie étant une construction, je pense qu'aucun candidat n'aura pas, en tout cas, l'audace de dire que je vais construire totalement la démocratie. Donc c'est un processus et nous y sommes. Je crois que ce qui a été déjà fait est déjà significatif. Et au soir du 24 février 2019, nous allons continuer à améliorer la démocratie sénégalaise comme nous l'avons fait au cours de ces 7 années. S'agissant maintenant des enfants hors système, c'est une question essentielle. Vous l'avez évoqué. Et je crois que les enfants hors système, déjà, pour l'éducation inclusive, l'État du Sénégal a fait des avancées dans ce sens, que, en tout cas, les acteurs ici présents peuvent reconnaître. Maintenant, nous allons progresser dans la même lancée en créant davantage les conditions d'inclusivité, les conditions qui nous permettent, en tout cas, de ne laisser personne sur la route. Et c'est ça l'ambition de notre candidat, de ne laisser personne à côté, de ne laisser personne sur le trottoir. Je crois que ça, c'est une orientation très forte que notre candidat a. Par rapport à la gestion des ressources humaines et de la gouvernance, le modèle de gouvernance que nous avons pour notre école, c'est une école de la réussite, une école de qualité pour tous, où véritablement les conditions seront créées pour que chacun puisse réussir, pour que chacun puisse accéder à cette école. Je pense que nous y sommes. Et ça également, on ne pourra pas revenir dans les détails, mais les réalisations et les résultats sont ici. Et que peut-être pour une autre rencontre, on pourra entrer dans le détail. La solution pour une formation complémentaire donc, de ces élèves, de ces personnes, vous savez déjà au niveau de la formation professionnelle, il y a des dispositifs qui ont été déjà créés pour accompagner ces élèves ou ces personnes en tout cas qui vivent avec un handicap, mais également la jeunesse de façon générale, les jeunes. Le projet école en entreprise déjà est en cours et ce projet-là, nous allons évidemment l'intensifier. Pour la presse, essentiellement, c'est des recommandations que nous allons intégrer. Nous y sommes déjà. Pour les enseignants, je suis parfaitement d'accord avec Fatih. Les assises nationales, c'est le président de la République Macky Sall qui les a inspirées. Et nous y sommes. Les 11 décisions qui ont été prises sont issues des assises de l'éducation. Et au soir du 24 février, nous allons continuer donc à mettre en œuvre ces recommandations-là. Remercier toute l'assistance et les organisateurs de ce grand cadre de concertation. Pour vous dire simplement
au nom de mon candidat, Maître Madické Niang, nous sommes prêts à apporter des solutions alternatives, tant sur le plan éducation et sur le plan de la démocratie. En atteste le programme que nous avons soumis au peuple sénégalais, le programme Jàmm ak Xéwal, qui est un programme qui est adossé sur le triptyque justice, équité, justice, travail et équité. Pour répondre au premier jet à Madame, l'état de droit est une nécessité au Sénégal pour une stabilité, pour permettre aux acteurs de jouer pleinement leur rôle. Il nous faut assurer un climat de sérénité au Sénégal, travailler pour une concorde nationale, une paix à tous les niveaux. C'est ça le programme Théo. Donc le premier élément de ce triptyque, c'est la justice. Justice à tous les niveaux. L'indépendance de la justice, la liberté du citoyen, parce que les Sénégalais ont commencé à voter depuis 1789, depuis la Déclaration des droits de l'homme. Nous avons commencé à voter. Donc on ne peut pas retourner la roue de l'histoire. Mais l'histoire est têtue. Je l'avais dit à quelqu'un que l'histoire est têtue et que le réveil risque d'être brutal. Nous l'avons forcé, ce Sénégal de Lamine Gueye, ce Sénégal de Mamadou Dia, ce Sénégal de Senghor, de Abdoulaye Wade, ils ont fait un pas. Ne reculons pas, avançons pour que le Sénégal progresse. Dans le cadre de notre programme, on a dit jeunesse et femmes fer de lance. Jeunesse, pourquoi? Nous avons vu, nous assistons chaque jour à des drames. Nous assistons chaque jour à une déperdition scolaire. Il y a beaucoup de systèmes, du PDF au paquet. On a vu des manquements, la précipitation pour capter les fonds, mais en réalité, la qualité ne suit pas. La qualité ne suit pas. Il faut renverser la tendance par instaurer, permettre à l'enfant d'être acteur de sa propre formation. Le renforcement des capacités se situe à l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, pour les enseignants. Les doter de moyens, les aider à promouvoir une éducation de qualité parce qu'ils sont les principaux acteurs. Avec les enseignants, les parents, dialoguer avec la société civile et partout on va travailler de concert pour aussi consolider ce que les assises nationales ont révélé avec des experts de la trempe de mon doyen Mamadou Ndoye. On n'a pas le droit de les laisser en rade, mais de continuer le travail entamé et de voir l'horizon avec plaisir. C'est pourquoi, dans ce programme de Jàmm ak Xéwal, l'éducation y a une place de choix. Nous qui avions travaillé dans le domaine de la protection de l'enfant, partout on créera un ministère des affaires religieuses pour restaurer les valeurs d'abord. Ce qui manque au Sénégal est qu'il faut restaurer les valeurs. On a créé dans notre directoire de campagne, je n'ai pas voulu vous dire, me présenter Ibrahima Diassé, porte-parole du candidat Madické, membre du directoire de ce candidat. J'ai voulu, en un laps de temps, vous dire que l'éducation est au centre de nos préoccupations. Pour donner espoir à ce que la société a de plus cher, parce que, relevant de ses entrailles, je veux nommer les enfants, l'enfant. À ce titre, il nous faudra mettre ce qui... on ne parlera plus de modernisation des DARA, mais de l'intégration des DARA dans le système, pour que la protection des enfants, pour ce qui nous est arrivé, ce que la société a soulevé son ire pour porter plainte au Sénégal, que cela ne se reproduise plus. À ce niveau, nous allons intégrer les DARA, parce que le parent de l'apprenant du DARA est déjà, il paie des impôts. Pourquoi? C'est pour souci d'équité, il faut l'intégrer les DARA dans le système éducatif
nationale. Donc, il y a des réformes qui ont été brandies, il y a des réformes, mais qui ne répondent pas à notre attente, parce que la compétence, la redistribution des revenus font défaut. Donc, en supprimant le Conseil économique et social, en supprimant toutes les institutions de luxe, nous arriverons à allouer d'énormes ressources pour payer l'intégralité des dettes dues aux enseignants et aussi à intégrer le volet filles dans l'intégration au système aussi pour que l'équité soit prévalue à tous les niveaux. Alors, au niveau de la coalition IDI 2019, notre candidat s'appelle Idrissa Seck et nous avons élaboré un projet de société qui s'appelle Sénégal gagnant à travers une déclinaison chiffrée 1, 3, 15, 45. Le 15, ce sont ce qu'on appelle les visions programmatiques. La 5e vision programmatique s'appelle le Sénégal instruit. Et dans le Sénégal instruit, nous avons 3 déclinaisons thématiques. Nous y avons l'éducation nationale, la petite enfance et l'enseignement supérieur et l'innovation. Cela veut dire que notre programme prend en charge l'ensemble du cursus scolaire et académique au Sénégal, de la maternelle au doctorat. Le programme est disponible à votre demande, je pourrais vous le donner pour que vous ayez une idée des détails que je ne pourrais pas développer ici par ailleurs. Alors, nous avons fait un programme chiffré, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure quand on va entrer dans les détails, mais pour répondre aux acteurs qui ont posé un certain nombre de questions, je commencerai par les ONG qui ont posé des questions de sécurisation de l'espace démocratique. Oui, c'est une question qui nous paraît importante parce que même si Idrissa Seck devient demain le président de la République du Sénégal, nous avons conscience qu'un État ne se construit pas, qu'un État se construit avec plusieurs légitimités. Et ceux qui sont en dehors de la sphère étatique ont une légitimité et doivent être inclus dans le processus de décision. Si vous pensez que vous êtes un État un État fort, que vous avez la légitimité des urnes et que vous avez tout décidé par vous-même pour vous-même, vous êtes en dehors du circuit du processus décisionnel normal. Donc nous allons travailler effectivement avec les ONG, nous allons travailler avec les syndicats, nous allons travailler avec toutes les formes d'associations qui œuvrent dans le domaine de l'éducation et qui pourraient apporter une contribution. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'une de nos propositions phares dans le programme, c'est la création d'un Conseil supérieur de l'éducation. Le Conseil supérieur de l'éducation. Pour vous permettre de comprendre, faites un parallélisme avec le Conseil supérieur de la magistrature, où vous avez les acteurs de la justice qui y sont et qui régulent eux-mêmes leur propre secteur. La différence, c'est que ici, ce Conseil supérieur de l'éducation sera supervisé par le président de la République, Idrissa Seck, il est élu, mais le fonctionnement et les grandes décisions seront prises par les acteurs eux-mêmes. Et le panel que j'ai vu dans la table avec les élèves, les parents d'élèves, les ONG, la presse et les enseignants est assez représentatif du Conseil supérieur de l'éducation nationale que nous proposons si une fois Idrissa Seck est élu. Par rapport aux interpellations des apprenants, Madame Diarra, oui, vous êtes en train de faire la terminale, nous avons pratiquement tous fait la terminale avec nos rêves, des fois nos illusions, et après le bac, on découvre le monde des adultes. Malheureusement, au Sénégal, cette transition entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur n'est pas toujours très bien faite. Nous, les engagements que nous avons pris, c'est une meilleure fluidité, en fait, entre les différents stades du cursus scolaire, de la maternelle à l'université. Et je vais vous donner très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, des éléments qui vous permettent de comprendre ce qu'on a envie de faire. Pour l'éducation nationale, tout notre programme se résume en 3 points. Assainir, universaliser, endogénéiser. Assainir implique la dimension paix sociale. Mais il n'y a pas de paix sociale dans l'éducation s'il n'y a pas de justice sociale. Un enseignant me l'a rappelé l'autre jour. Et nous, le discours que nous entendons des acteurs, c'est le discours que nous entendons aujourd'hui de Mame Diarra, qui nous dit « nous voulons travailler, nous voulons étudier ». Cela peut être entendu par toute autorité étatique. Et nous avons une oreille par rapport à cela. Mais nous entendons aussi les enseignants qui nous disent « on ne nous a jamais respectés, on ne nous a jamais donné notre dignité, on ne nous a jamais considérés ». Et l'une des lignes directrices de notre programme du candidat Idrissa Seck, c'est de dire que tout le socle du système éducatif sénégalais dépend de l'enseignant. Et qu'un enseignant qui n'est pas motivé est un enseignant qui va faire crouler le système. Donc il faut qu'on ait une relation multipartite
entre les élèves qui crient le ras-le-bol, excusez-moi du terme, qui disent qu'ils veulent étudier, les enseignants qui réclament un peu plus de dignité et de respect, et l'État et les autres organisations, l'État qui doit impulser et qui doit mettre les moyens. Et de ce point de vue, pour répondre rapidement à la question posée par les enseignants, dans notre programme, il est écrit noir sur blanc que sur un délai de 2 ans, nous sommes très précis, nous allons résorber le déficit des dettes qui sont dues aux enseignants. Je pense que je vous l'avais dit l'autre jour au cours d'une autre rencontre, nous reprenons cet engagement. C'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a été chiffré, et nous pensons que le délai de 2 ans pourrait suffire pour réserver ce passif des 70 milliards. Pour la petite enfance, nous avons dit qu'il faut semer la graine et l'entretenir. Et nous avons dit qu'il n'est pas normal que des enfants des couches moyennes sénégalaises aient la possibilité d'amener leurs enfants à la maternelle, ce qui leur donne une plus-value par rapport aux autres. Nous avons décidé d'universaliser, mais de façon graduelle, l'accès à l'enseignement maternel. Ce qui permettra aux parents défavorisés de pouvoir y avoir accès, mais ce qui permettra aussi de pouvoir appliquer cette règle dans les zones rurales, éventuellement, pour que ce ne soit pas seulement les couches moyennes qui ont accès à cela. Pour l'éducation nationale, je ne sais pas si c'est pour l'enseignement supérieur, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour en parler. Nous voulons décongestionner, déverrouiller et anticiper sur les enjeux du futur. Décongestionner, parce qu'on l'a dit, nous c'est clairement écrit dans notre programme. Je ne vois pas encore le jaune, donc j'ai encore 2 minutes. Très bien. Donc décongestionner, déverrouiller et anticiper sur les enjeux du futur. Nous voulons décongestionner, oui, parce que nous sommes d'accord que tout le monde ne peut pas aller à l'université. 35 000 à 40 000 bacheliers à peu près par année. L'État n'en réserve qu'à peu près 15 000, peut-être même moins. Le reste sont envoyés au niveau de l'enseignement supérieur privé qui les prend en charge tant bien que mal, mais avec un certain nombre de dettes qui ne les motivent pas du tout. Donc nous pensons qu'il faut une situation intermédiaire qui propose des solutions de formation professionnelle pure, aux bacheliers d'abord, mais ensuite à ceux qui ne sont pas bacheliers. Et c'est l'occasion pour dire que l'enseignement obligatoire qui va jusqu'à 16 ans, qui est repris dans notre programme, ne sera pas seulement une promesse vaine, ça doit être une réalité. On ne peut pas dire que l'enseignement est obligatoire jusqu'à 16 ans et avoir des enfants qui sont hors du système, comme on l'a dit. Donc les enfants hors du système sont aussi pris en compte dans notre programme, comme les enfants handicapés sont pris en compte dans notre programme. Dans notre programme, non seulement nous avons un chapitre sur l'handicap, dans le cadre de la solidarité qu'il doit y avoir entre Sénégalais, mais même dans la partie enseignement, éducation nationale, on a un chapitre sur les enfants vivant avec un handicap. Et là, notre mesure phare, c'est donner une allocation à la famille. Parce que l'enfant, la famille qui s'occupe d'un enfant handicapé a tendance à surinvestir pour que l'enfant soit normal, au même titre que les autres, et oublie que l'éducation pourrait être une priorité. Donc, en condensant ces efforts financiers sur la normalité, entre guillemets, de l'enfant, on n'investit pas vraiment sur l'éducation. Donc, l'État, éventuellement dirigé par le président Idrissa Seck, donnerait cette allocation qui permettrait à l'enfant de résorber son handicap et de faire des résultats. Je vous remercie. Je vous remercie de l'invitation et je salue l'ensemble des participants à cette rencontre extrêmement importante pour nous et pour le Sénégal. Le Sénégal mise d'abord sur la richesse de ses ressources humaines. C'est pourquoi l'éducation reste pour nous un secteur stratégique qu'il faut davantage encore appuyer. Il y a essentiellement le problème aujourd'hui de la pacification de l'espace scolaire. Ça a traversé, je crois, mon discours. Comment pacifier l'espace scolaire et le stabiliser? Pour cela, évidemment, il faut un système de gestion participative, démocratique, on l'a dit. La gestion démocratique est un acquis de haute lutte des syndicats enseignants. Il faut renforcer ce système de gestion démocratique et faire en sorte qu'on puisse aboutir. Pour nous, nous proposons qu'il y ait un pacte social national pour l'école. Cela permettrait justement de s'asseoir avec l'ensemble des acteurs pour définir le contenu de ce pacte-là et définir aussi les règles et les modalités de suivi et évaluation qui permettent qu'il n'y ait pas justement une accumulation de contentieux jusqu'au dernier moment, on vient juste pour éteindre le feu et on recommence l'année suivante. Il faut qu'on en finisse avec ce système de gestion pour pouvoir véritablement pacifier et stabiliser l'espace scolaire. Et pour cela, nous pensons aussi que dans ce cadre, il est bon de recenser l'ensemble des accords qui ont été, depuis les États généraux, il y a l'ensemble de conclusions, recommandations, qu'on fasse de points, qu'on mette à plat, qu'on définisse un plan d'action concerté
mais qui soit suivi justement par l'ensemble des acteurs. C'est dans ce cadre-là aussi que nous résolverons la dette due aux enseignants, parce que simplement, cela renvoie à quelle modalité de financement de l'école. Nous pensons que le financement, ce n'est pas seulement mettre, disons, 40% du budget, parce qu'on peut contester, beaucoup d'études qui ont contesté ces chiffres-là, mais comment assurer que les fonds alloués soient efficients. 6% du PIB à l'éducation, alors que la moyenne en Afrique c'est 4%, mais il y a beaucoup de pays africains qui donnent moins à l'éducation, mais qui sont plus efficients en termes de gestion et de rendement de ces investissements-là. Donc nous pensons que pour le financement, il faudrait qu'on puisse supprimer un certain nombre d'institutions budgétivores inutiles pour le pays. Rien que la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Fonds et du Conseil économique et social nous permettrait une économie de 15 milliards par an. Et je ne parle pas des autres. Nous pensons que les ressources naturelles qui ont été découvertes au Sénégal doivent profiter au financement des secteurs prioritaires que sont, par exemple, l'éducation, la santé et autres. Il va falloir revoir la fiscalité. Il y a aujourd'hui une possibilité vraiment d'élargir l'assiette fiscale et de mobiliser des ressources supplémentaires extrêmement importantes pour financer les besoins prioritaires des populations. Donc, nous pensons qu'on n'a pas de problème, en vérité, de financement. On a un problème de gestion de nos ressources. On a un problème de renforcement de nos capacités de mobilisation de ressources pour les orienter au service des préoccupations principales des populations. La question des enfants qui sont hors système, c'est préoccupant. On a dit peut-être au moins 47% des qui sont scolarisable ne sont pas dans le système. Pour y remédier, il faudrait que le système réponde aux préoccupations des populations. Il faudrait que les langues nationales soient introduites dans l'enseignement, qu'on puisse arriver à une alphabétisation universelle qui permet justement à la fois de faciliter les démarches pédagogiques, de renforcer la participation démocratique, mais aussi de stimuler le développement. Au niveau de ces trois éléments-là, l'alphabétisation universelle pour nous est un défi majeur à relever. Et ça permettrait aussi de faire en sorte qu'avec l'introduction et l'organisation de l'enseignement religieux, évidemment pour toutes les religions, les deux principales étant le catholicisme et la religion musulmane dans notre pays, que les populations ne se sentent pas obligées de trouver d'autres formes d'éducation de leurs enfants et s'éloignent de l'école publique. Donc la question des filles revient sous ce rapport-là, parce que simplement, pour les filles, nous pensons que nous devons les inciter à participer aux gouvernements scolaires, c'est faire l'apprentissage déjà dans l'école. Les gouvernements scolaires, l'éducation des filles, la prise de responsabilité, mais aussi les modèles de type Maria Baba, qui permettent aux filles, effectivement, d'avoir un encadrement particulier qui leur permet de se valoriser, de s'exprimer pleinement. Nous devons renforcer ce type de prise en charge. Nous devons faire en sorte que des modèles de réussite de filles, des modèles de réussite soient proposés aux élèves, qu'elles sentent effectivement que ça sert à quelque chose d'aller à l'école et que les parents puissent les encourager dans cette direction-là parce qu'ils ont vu que ça apporte des résultats probants. Une minute. Pour ce qui concerne dans ce cadre-là toujours, à un moment donné, beaucoup d'entre nous sont passés par les systèmes des internats. Nous pensons qu'une des catastrophes créées justement par les mesures d'ajustement structurel à l'époque, ça a été aussi la suppression des internats. Si l'État n'a pas les moyens d'implanter partout des internats pour les élèves, comment faire en sorte avec les parents d'élèves, l'ensemble des acteurs, on puisse appuyer le système d'internat. Ça permet d'encadrer les élèves et de faire en sorte que, justement, il n'y ait pas de grande disparité entre les riches et les pauvres, parce que, justement, on a un cadre d'épanouissement. Ça permet aussi de favoriser tous les talents. L'enseignement doit permettre de favoriser tous les talents, le sport, les arts, la culture. Au-delà des ingénieurs, nous avons dit, évidemment, comme tout le monde, nous devons renforcer l'enseignement technique et professionnel et faire en sorte que le cycle fondamental obligatoire que nous préconisons puisse intégrer, à partir de la seconde, l'enseignement professionnel. Pas seulement attendre le baccalauréat, mais déjà à partir du lycée, à partir de la seconde,
on doit intégrer l'enseignement professionnel. Je veux dire qu'il y a un ensemble de mesures d'orientation nouvelles qui permettent l'inclusion et la participation, à faire en sorte que les parents eux-mêmes sentent l'intérêt d'aller à l'école, que les enfants aussi se disent on a raison de poursuivre jusqu'au bout, parce qu'au bout du compte, il y a un métier, il y a une forme de valorisation pour nous-mêmes, pour nos parents et pour notre pays. Donc carrément un acteur de l'éducation. Dans le programme Pur Sang, qui est le programme du PUR, la vision du PUR est principalement axée sur l'homme. D'abord comme ressource à capacité, à travers l'éducation et la formation, surtout citoyenne, et ensuite comme acteur pour impulser le développement, et enfin comme bénéficiaire de ce développement. Déjà, nous, notre vision est centrée sur l'homme. Ce qui veut dire que donc, nous avons déjà dans notre vision parlé de l'éducation et de la formation, parce que nous savons que déjà, pour qu'un pays puisse émerger, pour qu'un pays puisse se développer, il faut qu'on mette l'accent carrément sur l'homme, mais l'homme aussi qu'il faut capaciter. Et là, ça intègre maintenant le volet éducation et formation. C'est là où je remercie en fait le COSIDEP, l'ONG 3D et le Forum civil de cette belle initiative. Saluer également aussi mes amis des partis, des autres candidats, des représentants des autres candidats. Pour rapidement répondre aux différentes interpellations concernant l'éducation. Dans le Pur Sang, nous avons eu à développer plusieurs points liés un peu à l'éducation et à la formation. Et dans le libellé, c'est comme on a un peu suivi l'interpellation, en tout cas des différentes personnes qui ont eu à intervenir sur les enfants hors système. Et là, le PUR a eu à faire des propositions à ce niveau. La première proposition ici, c'est d'abord améliorer la qualité de l'éducation. Parce que là aussi, il faut... Parce que le grand problème ici, ce n'est pas les ressources que nous avons. Mais le grand problème, c'est comment un peu ces ressources-là peuvent impacter sur la qualité de l'éducation et de la formation. On a dit qu'il faut d'abord identifier le nombre d'abris provisoires sur le territoire et remplacer graduellement par des écoles. Inclure l'enseignement des DARA, déjà pour parler un peu des enfants hors système. Inclure l'enseignement des DARA traditionnels dans le système éducatif pour enrayer définitivement le phénomène des enfants de la rue à la merci de tous les prédateurs. Donc l'État mettra en place des contrats pour tout promoteur souhaitant mettre en place un réseau d'écoles ou d'instituts, parce que l'éducation aussi de la nation, des enfants de la nation ne doit pas échapper à la vigilance publique. Je pense que ça aussi, ça fait partie déjà des mesures phares. Je pense que je ne reviendrai pas sur le maintien des enfants à l'école jusqu'à 16 ans. Ça, c'est un élément sur lequel on est revenu. Pour la formation professionnelle aussi, on a dit aussi qu'on exige la formation professionnelle et disciplinaire de 2 ans ou une formation en tout cas équivalente après le bac pour les enseignants de la maternelle, au primaire et après aussi la licence pour les enseignants du secondaire. Parce qu'en fait, il faut toujours revenir sur la capacitation des acteurs. Pour répondre également aux syndicalistes, parce que là aussi, si par exemple nous avons centré notre vision sur l'homme, mais il nous faut impérativement aussi mettre ces acteurs-là qui forment ces hommes dans d'excellentes conditions. Raison pour laquelle nous allons nous atteler, n'est-ce pas, à régler les problèmes des enseignants. Maintenant, notre candidat, le professeur Sall, a l'habitude de dire que quand on prend un pays aussi, il faut faire l'état des lieux, voir exactement la situation et en collaboration avec l'ensemble des acteurs du système, proposer vraiment les mesures, en tout cas les plus pertinentes, en tenant compte maintenant du programme qui a été proposé par le Parti PUR, à savoir donc le programme Pur Sang. Je pense que la formation professionnelle, il faut vraiment valoriser la formation professionnelle pour que chaque élève qui quitte le système éducatif puisse rejoindre les écoles de métier. Parce que aussi, le grand problème, c'est que nous avons beaucoup de jeunes qui sont là et qui n'ont pas de métier. Donc là, on a insisté sur cet aspect. Également aussi favoriser un partenariat public-privé. Parce que aussi, ça aussi c'est très important. Dans le cadre du financement des écoles,
du financement de l'éducation, autant pour moi, les gens aussi, il faudrait que les acteurs qui interviennent, n'est-ce pas, le privé aussi, puisse quelque peu aussi, le privé en tout cas puisse être impliqué davantage. Et il y a de très belles initiatives aussi que le privé est en train de mettre, surtout dans le cadre du renforcement de la qualité de la qualité des enseignements et apprentissages. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le niveau des élèves dans les écoles est très bas. Aujourd'hui, il y a eu des ONG qui, avec très peu de moyens, ont eu à expérimenter au niveau de la base, en collaboration avec les IEF, des méthodes pour un peu relever le niveau des élèves. Et ça, je pense que l'État devrait quand même renforcer ce dispositif-là, en s'associant avec tous ces acteurs de l'éducation, n'est-ce pas, pour quand même permettre vraiment d'améliorer très sensiblement la qualité, n'est-ce pas, des enseignements et apprentissages au niveau des écoles. Là où je vais terminer, c'est que nous, notre candidat, a signé la charte des assises nationales. Ça veut dire que donc nous nous engageons, n'est-ce pas, sur toutes ces mesures-là qui sont prises pour améliorer, n'est-ce pas, l'éducation, en tout cas pour résorber en tout cas toutes ces difficultés-là et aussi vraiment s'aligner avec les assises sur vraiment les mesures phares, n'est-ce pas, en relation avec l'éducation, mais surtout en relation avec l'amélioration, n'est-ce pas, de ce qui se fait actuellement au niveau de l'éducation au Sénégal. Je vous remercie.